Bonjour à tous et nous vous souhaitons la bienvenue donc à ce webinaire qui porte, comme Madame Sy l'a si bien mentionné, sur la stratégie de gestion de la dette à moyen terme, donc en abrégé SDMT. Il faut savoir c'est un outil important dans la gestion de la dette Merci beaucoup. au niveau de la zone UEMOA et évidemment c'est un outil qui est utilisé par les États, bien évidemment au niveau de la zone UEMOA, mais également à travers le monde. Donc, c'est un outil qui sert de gestion de risque, donc de portefeuille de la dette. Et à travers ce webinaire, nous allons vous présenter, donc à travers un cas pratique, comment est-ce que les États arrivent justement, à travers la SDMT, à gérer de manière efficace les risques auxquels le portefeuille de la dette est exposé. Donc, ma présentation va s'articuler autour de 5 points. Donc, dans un premier temps, le contexte d'élaboration de la SDMT. Et à travers un cas pratique, nous allons parcourir les différentes étapes d'élaboration de la SDMT, mais particulièrement faire un focus sur l'analyse du portefeuille de la dette existante, qui est une étape capitale dans l'élaboration de la SDMT. Après cela, nous allons évoquer les orientations et les cibles d'une SDMT, donc un cas pratique toujours, pour dire en fait comment est-ce que la stratégie en général se présente. Après cela, nous allons évoquer de manière pratique l'opérationnalisation de la SDMT parce que la SDMT donne une orientation et cette orientation est implémentée à travers un outil que nous allons vous présenter au cours de ce webinaire. Et enfin, nous allons terminer par le lien entre la mise en œuvre de la SDMT et le développement du marché des titres publics, qui est le marché géré par UMOA Titres. Alors, avant d'aller plus loin, quelques éléments de définition. Donc déjà, qu'est-ce que la gestion de la dette publique? Donc, selon les directives de la gestion de la dette publique, élaborées conjointement par le FMI et la Banque mondiale, notamment en 2014, on note que la gestion de la dette publique consiste à établir et exécuter une stratégie de gestion de la dette de l'État qui soit capable de mobiliser le montant de financement voulu au coût le plus faible possible à moyen et long terme, conformément à un degré de risque prudent. Et cette stratégie doit être en outre permettre d'atteindre tout objectif de gestion de la dette souveraine, comme par exemple le développement et le maintien des marchés de titres publics efficients. Également, il faut noter que la gestion de la dette publique est différente de la politique budgétaire. Quand on parle de politique budgétaire, en général, on fait référence à la politique que l'État met en œuvre pour mobiliser les recettes, mais également pour pouvoir gérer les dépenses publiques. Et cela permet de déterminer le solde primaire qui est un vecteur de la dette publique. Également, lorsqu'on parle de gestion de la dette publique, en général, elle concerne la composition du portefeuille, et notamment la gestion des risques auxquels ce portefeuille est exposé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'une stratégie de gestion de la dette? Alors il faut noter qu'une stratégie de gestion de la dette publique est un plan qui rend les objectifs de la gestion de la dette opérationnelle. Ce plan fournit des orientations donc pour la gestion de la dette et également ce plan est compatible avec les autres composants de la politique macroéconomique, notamment la politique budgétaire. Alors en général, lorsqu'on parle de SDMT, donc la SDMT, donc vous entendez stratégie de gestion de la dette à moyen terme. Donc cette stratégie est élaborée sur un horizon de 3 à 5 ans, donc qui correspond au moyen terme, et elle définit l'objectif optimal donc de composition de la dette de l'État donc sur la base d'un arbitrage entre le coût et le risque. Également, la stratégie, lorsqu'on parle de stratégie de gestion de la dette à moyen terme, à travers cette stratégie, l'État entend mettre en œuvre, cette stratégie que l'État entend mettre en œuvre pour réaliser la composition désirée du portefeuille de la dette à moyen terme. Alors, comment est-ce qu'on définit une stratégie? Une stratégie de gestion de la dette est en général définie sous forme d'orientation. On va avoir par exemple une stratégie qui a pour orientation la réduction de l'exposition au risque de taux de change. Donc, dans cette stratégie, l'État va s'évertuer à réduire la composante de sa dette qui est exposée aux fluctuations de taux de change. Vous pouvez avoir également comme orientation, donc pour une stratégie de gestion de la dette, le développement du marché domestique des titres. Donc, dans cette stratégie, l'État va s'évertuer notamment à intervenir de manière beaucoup plus massive sur le marché domestique des titres. Alors, venant maintenant au cadre constitutionnel, il faut rappeler que la stratégie de gestion de la dette à moyen terme au niveau de la zone UEMOA est régie par le règlement 09-2007, donc au niveau de la zone, et voici quelques dispositions de ce règlement. À travers ce règlement, il fait obligation notamment aux États donc, de mettre en place une politique d'endettement donc fixant les orientations globales en matière d'emprunt intérieur et extérieur et de gestion de la dette. Également, la stratégie de gestion de la dette doit être retracé dans un document qui doit être annexé à la loi de finances. Cela est très important. Aujourd'hui, si vous prenez la plupart des lois de finances, notamment au niveau des annexes, vous retrouvez la stratégie de gestion de la dette qui accompagne la loi de finances initiale. Également, un aspect important, c'est la délimitation des compétences et des responsabilités. Donc, chaque État membre définit et s'assure du respect des compétences d'administration et organismes intervenant dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi de la politique d'endettement afin d'éviter les dédoublements de fonctions et les conflits de compétences.
Il faut rappeler qu'au niveau de nos États, vous avez plusieurs entités qui sont impliquées au niveau de l'endettement, du processus d'endettement. Donc, cette directive, justement, fait obligation aux États de pouvoir délimiter les responsabilités de chaque entité afin de pouvoir collaborer de manière efficace dans le processus d'endettement. Également, un aspect assez important, c'est la disponibilité, l'accessibilité, la qualité et la conservation des données des informations. Pour pouvoir gérer la dette de manière efficace, il faut au préalable avoir de l'information. Donc, cela est capital. Également, un aspect important de ce règlement, c'est la coordination. Donc, il était fait obligation à chaque État donc, de mettre d'adopter les mesures nécessaires donc, pour organiser la coordination de la politique d'endettement et de gestion de la dette publique avec les politiques budgétaires et monétaires. À cet effet, il a été mis en place ce qu'on appelle les comités nationaux de dette publique dans la plupart des États. Aujourd'hui, les 8 États de la zone UEMOA possèdent des comités nationaux de dette publique. Ces comités, en général, sont composés. D'abord, vous avez deux composantes. Vous avez le comité en tant que tel, en général, présidé par le ministre en charge des Finances ou son représentant. La structure de coordination est composée également des représentants, donc des administrations et organismes impliqués dans le processus d'endettement et de gestion de la dette. Comme je le rappelais tantôt, dans nos États, vous avez plusieurs entités qui sont impliquées dans le processus d'endettement. À travers ce comité de coordination, il était fait justement obligation aux États de regrouper toutes ces entités afin de pouvoir gérer de manière efficace la dette. Également, au niveau de cette unité de coordination, on peut faire appel à toute autre personne ou structure donc compétente donc, que le pays en question juge utile pour l'accomplissement des missions dévouées au comité de coordination. Donc, chaque État membre a mis en place, donc, avait un délai de 12 mois donc, à compter de la signature du règlement donc, qui a été signé en 2007 donc, pour mettre en place sa structure de coordination. Comme je le mentionnais tantôt, aujourd'hui, les 8 pays de l'UEMOA possèdent justement ce genre de structure de coordination. Il faut rappeler également que le règlement 09 a été adopté dans un cadre où on sortait de la mise en œuvre de deux initiatives phares au niveau international. Il s'agit dans un premier temps de programme pays de PPTE donc, et de l'IADM, qui est l'initiative d'allègement de la dette multilatérale. Donc, ces deux initiatives, notamment, ont permis de réduire de manière considérable la dette extérieure, qui était la composante majeure de la dette de nos États à l'époque. Et justement, pour éviter qu'on retombe dans des situations où l'endettement soit excessif, il a été justement adopté ce règlement pour aider les États à mieux gérer les dettes et justement à pouvoir faire face aux éventuels risques auxquels la dette pourrait être exposée. Alors aujourd'hui, il y a des réflexions en cours justement pour mettre à jour ce règlement parce qu'il date de 2007 et après 2007, il y a eu plusieurs évolutions au niveau de la dette des États et j'en veux pour preuve notamment l'évolution même des directives au niveau international, notamment celle que j'ai votée. Il y a la première directive datée de 2010 et la présente directive date de 2014. Également, il faut noter qu'à l'époque de l'adoption de ce règlement, le marché des titres publics, donc géré par UMOA-TIT, n'était pas encore créé. Pour rappel, le marché des titres publics a été créé en 2013. Donc aujourd'hui, la révision du règlement, justement, vise à prendre en compte toutes les évolutions qui ont eu lieu en 2017 et en 2007 plutôt et maintenant. Et un effet marquant aussi de l'endettement des États ces dernières années, c'est le recours de plus en plus important au marché des titres publics, et cela dans un contexte où le financement extérieur, notamment concessionnel, devient de plus en plus limité. Passons maintenant aux étapes d'élaboration de la SDMT. Donc, comme je le disais, nous allons faire un focus sur l'analyse du portefeuille de la dette existante, qui est l'une des étapes phares de l'élaboration de la SDMT. Mais avant d'aller beaucoup plus en détail dans ce qui concerne l'analyse du portefeuille de la dette existante, nous allons rappeler de manière succincte les étapes d'élaboration de la SDMT. Alors, le FMI et la Banque mondiale ont développé un outil analytique, donc l'utilisation de cet outil recommande notamment l'élaboration de la SDMT donc, en 8 étapes. Donc, dans un premier temps, il faut préciser les objectifs et la portée de la dette de la SDMT. Alors, ça, c'est important. La plupart du temps, dans nos États, la SDMT, la portée, en tout cas, se limite à la dette de l'administration centrale parce que c'est sur cette dette-là que l'État, justement, a un pouvoir et peut influencer les décisions d'endettement. Autre élément sont les objectifs. J'ai tantôt rappelé, donc l'objectif premier d'une stratégie de gestion de la dette, c'est de pouvoir couvrir le besoin de financement de l'État, mais pas à n'importe quel prix, bien entendu, avec un degré de risque prudent et également avec des coûts maîtrisés. Donc, cela doit être consigné dans un document. Maintenant, deuxième étape, c'est bien évidemment l'analyse des coûts
et risques de la dette existante, comme je le rappelais, qui est une étape essentielle dans l'élaboration de la SDMT. Enfin, nous avons l'analyse des sources potentielles de financement. C'est à travers justement ces sources potentielles de financement, ou si vous voulez, une combinaison optimale de ces sources, que l'État arrive justement à influencer la composition du portefeuille de la dette. Une étape également importante, c'est l'analyse de l'environnement macroéconomique et de marché. Cet environnement influence notamment le besoin de financement dans un premier temps, mais également les conditions dans lesquelles l'État pourrait s'endetter, notamment sur le marché. Également, on analyse à travers l'élaboration de la SDMT tous les autres facteurs de risque donc, qui pourraient affecter la gestion de la dette. Cela doit être pris en compte au niveau de la SDM. Élément important également, en général, tout État a plus ou moins une stratégie de gestion de la dette, même si elle n'est pas formelle. Donc, il s'agira à l'étape de l'analyse des stratégies alternatives de voir est-ce qu'en dehors de la stratégie courante utilisée par l'État, il y aurait d'autres stratégies alternatives qui permettraient d'avoir une composition de la dette qui soit optimale et qui puisse réduire les risques et évidemment permettre de s'endetter à un niveau de coût relativement plus faible. Une étape importante également, lorsque on finit toutes ces analyses, il y a des discussions avec les autorités budgétaires. Comme je le rappelais tantôt au niveau de la définition, la gestion de la dette doit être compatible avec les autres objectifs de la politique monétaire, notamment au niveau de la politique économique, autant pour moi, donc notamment la politique budgétaire, monétaire et évidemment tout ce qui régit le marché, notamment le marché monétaire de manière générale. Alors, quand on finit toutes ces étapes, l'étape clé, il s'agit ici de pouvoir soumettre cette stratégie à l'autorité compétente afin qu'elle soit validée, qu'elle fasse autorité en matière d'endettement au niveau du pays. C'est cela qui devrait pouvoir encadrer tout ce qui est processus d'endettement au niveau d'un pays donné. Et ça se dit là que toutes les entités impliquées dans le processus d'endettement devraient obéir. Alors, revenons maintenant à l'analyse du portefeuille de la dette existante. Ici, nous avons un cas pratique d'un émetteur afin décembre 2023, voici les caractéristiques du portefeuille de la dette de cet émetteur. Donc, lorsqu'on commence à analyser le portefeuille de la dette, l'un des premiers indicateurs qu'on regarde, c'est le stock de la dette. Ici, on voit que pour l'émetteur en question, le stock de la dette est estimé à 3 707 milliards donc de francs CFA et il est réparti comme suit. Donc, vous voyez que ici, la dette intérieure domine avec une proportion de plus de 60%. Donc, cela, c'est un indicateur qu'en général, on prend en compte donc, dans la suite de l'analyse. Également, on notera que la dette de cet émetteur est constituée majoritairement de dettes à taux fixe. Donc, cela est révélateur du fait que l'émetteur en question, son exposition au risque de taux pourrait être relativement faible. Autre élément également, on essaie de regarder les caractéristiques intrinsèques de la dette en regardant les caractéristiques notamment en termes de type de dette dans le portefeuille. Ici, on remarque en fait que la dette domestique donc, domine, donc la dette de marché domestique domine, donc avec une proportion de 55,8%. Donc, c'est également un indicateur qui nous révèle que c'est un émetteur qui a un recours beaucoup plus important au marché domestique de la dette. Et lorsqu'on regarde au niveau extérieur, on se rend compte que la dette bilatérale et multilatérale a une proportion aussi relativement importante quand même, donc 25% du portefeuille de la dette. Et lorsqu'on regarde, c'est un émetteur qui n'a pas recours aux obligations internationales. Donc, vous voyez qu'au niveau du portefeuille dette marché international, c'est zéro. Et on a quand même une certaine proportion de dette commerciale qui est de l'ordre de 13,3% du portefeuille. Également, un indicateur qu'on regarde, c'est la répartition de la dette par devise. Ici, on remarquera qu'en fait, ZOF, ça c'est le symbole du franc CFA. On remarquera que le portefeuille est largement dominé par la dette libellée en francs CFA. Cela est tout à fait normal, étant donné que dans un premier temps, la dette intérieure a une proportion relativement importante, donc comme je l'indiquais, de plus de 60%, et que dans le même temps, on remarque que la dette de marché domestique, donc bien évidemment libellée en francs CFA, également a une proportion relativement importante. Donc, ce sont des indicateurs qu'on regarde dans un premier temps, donc ils nous donnent une idée sur les caractéristiques du portefeuille de la dette et qui vont nous servir dans la suite de l'analyse. Autre élément également qu'on regarde, donc c'est la composition de l'encours de la dette intérieure. Donc cette fois-ci, on regarde la dette intérieure d'une part et la dette extérieure d'autre part. On regarde qu'au niveau de la dette intérieure, ce sont les titres publics donc, qui dominent donc, le portefeuille de la dette avec une proportion de 91%. Donc c'est un émetteur, je dirais, qui privilégie les mécanismes de marché pour le financement de son économie, donc pour la couverture de ses besoins de financement. Au niveau extérieur, on remarque que c'est la dette multilatérale, donc avec une proportion de plus de 60%, donc qui domine.
Cela note l'importance, en tout cas, de ce type de créancier au niveau du portefeuille de la dette. Et en général, la dette unilatérale est une dette qui a une maturité relativement longue et en plus de ça, qui a en général un taux d'intérêt aussi relativement faible. Alors, venons-en maintenant à ce tableau, donc, qui est un tableau de sortie donc, de l'outil analytique proposé par la Banque mondiale et le FMI donc, pour l'élaboration de la SDMT. Donc, c'est un tableau qui résume les principaux indicateurs de risque et de coût. Donc, lorsqu'on parle de coût, on a en général deux indicateurs. Donc, dans un premier temps, l'intérêt payé en pourcentage du PIB, donc qui donne une indication sur le poids du paiement des intérêts, donc sur un indicateur de revenu. Et aussi, vous avez le taux d'intérêt moins pondéré, donc qui essaie de donner une indication aussi sur, en termes de coût, donc d'emprunt. Donc, vous remarquerez que comparativement à la dette intérieure, vous avez une dette extérieure avec un taux d'intérêt moins pondéré qui est de l'ordre de 1,52%. Donc, cela témoigne en fait, cela est dû notamment au fait qu'on a une dette constitutionnelle qui a une proportion relativement importante. Je l'avais tantôt mentionné, qui est de l'ordre de 61%. Donc, cela a un impact donc, sur le coût, le taux d'intérêt moins pondéré. Et vous remarquerez que pour cet émetteur, donc de manière globale, donc le portefeuille de la dette, le taux d'intérêt moins pondéré, il est de l'ordre de 3,69%, donc moins de 4%, ce qui est relativement faible. Alors maintenant, en ce qui concerne les risques, en général, on a trois risques, donc le risque de refinancement, le risque de taux d'intérêt et le risque de taux de change. Le risque de refinancement, c'est le risque qu'à l'échéance de la dette, l'émetteur ne soit pas en mesure de pouvoir refinancer la dette en totalité ou tout simplement ne soit pas en mesure du tout de pouvoir rembourser. Donc, en général, on a trois indicateurs qui permettent d'appréhender ce risque. Vous avez la maturité moyenne donc de la dette, donc qui nous donne une idée sur la durée de vie résiduelle moyenne dans des instruments qui composent la dette. Ici, vous remarquerez que la dette est sur une maturité relativement longue. Cela est dû notamment à une relativement élevée de dettes multilatérales qui sont en général concessionnelles. On remarque ici aussi, lorsqu'on regarde la dette qui arrive à maturité dans une année, on regarde aussi qu'on a des proportions qui soient relativement faibles. Bien vrai qu'au niveau de la dette intérieure, on a une proportion qui soit 2 fois plus importante que celle de la dette extérieure. Alors, lorsqu'on regarde aussi la dette qui arrive à maturité au cours des 12 prochains mois, donc on se rend compte aussi que la proportion en termes de PIB n'est pas aussi élevée que cela. Après le risque de refinancement, on a un autre risque qu'on essaie d'appréhender, c'est le risque de taux d'intérêt. Donc, c'est le risque auquel l'émetteur est confronté lorsqu'il doit renouveler sa dette à un taux d'intérêt qui soit plus élevé que la dette qui arrive à maturité. Donc ici, vous avez trois indicateurs qu'on essaie de regarder, je dirais quatre. Donc vous avez le temps moyen jusqu'à réfixation, qui est un peu l'équivalent, la durée résiduelle moyenne, mais un peu différent parce que lorsque vous avez une dette à taux variable, cet indicateur est relativement différent de la maturité résiduelle moyenne. Vous avez la dette révisable dans un an, donc qui est similaire à la dette qui arrive à échéance dans un an, c'est pratiquement le même indicateur. Vous avez la proportion de la dette à taux fixe, donc plus vous avez une dette, plus votre portefeuille est dominé par une dette à taux fixe, cela suppose que votre exposition au risque de taux d'intérêt est faible. Aussi, vous avez la proportion des bons de trésor. On sait en fait que les bons de trésor sont des instruments à court terme, donc plus vous avez d'instruments à court terme dans votre portefeuille, cela donne aussi de votre exposition au risque de taux d'intérêt. Alors, le dernier risque, c'est le taux de change. Le taux de change, le risque de taux de change, qu'est-ce que c'est? C'est le risque que la dette augmente du fait simplement de l'évolution des taux de change. Donc, en général, à ce niveau, pour les pays de la zone UEMOA, étant donné la parité fixe avec l'euro, donc on utilise en général deux indicateurs. Donc, un premier indicateur qui est la dette libellée en devise et le second indicateur qui est la dette libellée en devise hors euro. En partant bien entendu de l'hypothèse qu'à moyen terme, la parité entre le franc CFA et l'euro étant fixe. Donc, si vous avez une dette libérée en euros, vous n'êtes pas en fait exposé à un risque de taux de change. Alors, après cela, on a un instrument assez important également, donc en matière de gestion de la dette, c'est le profil de remboursement de la dette. Dans plus des différents indicateurs que nous venons de voir, le profil nous renseigne sur l'échéance de la dette jusqu'à l'extinction de tous les instruments. Ici, on a une répartition en dette domestique et dette extérieure. Ce qu'on note déjà à travers cela, vous voyez, on avait un indicateur qui nous donnait la proportion de la dette qui arrive à échéance dans une année. On se rend compte ici, en fait, que cet indicateur ne capte pas tout le risque, par exemple, de refinancement. On peut noter qu'en 2026, nous avons un pic, donc au niveau qui est alimenté notamment par la dette domestique. Donc, cela doit alerter le gestionnaire de la dette. Et en général, le gestionnaire de la dette aura tendance à lisser le profil de remboursement de sa dette pour éviter d'avoir des pics
donc qui pourrait justement exposer le portefeuille à un risque de refinancement potentiel. Alors, tout cela étant dit, lorsqu'on a des risques qui sont identifiés, quelles sont les mesures d'atténuation? Pour le risque de refinancement en général, l'émetteur, alors les mesures ici, ce n'est pas une liste exhaustive, mais juste quelques mesures pour vous montrer que justement, lorsqu'on identifie les risques, l'objectif final, c'est de pouvoir justement faire face à ces risques à travers des mesures. Donc, au niveau du risque de refinancement, en général, on peut réaliser des opérations de gestion active de la dette. Qu'est-ce que cela veut dire? On peut, si on a de la liquidité, par exemple, faire un rachat anticipé d'une dette non déchue. Donc, une dette qui arrive à échéance au cours d'une année ou peut-être quelques mois au cours de la même année, on peut décider de racheter cette dette si effectivement on a de la liquidité. Autre élément également assez important, une pratique assez courante aussi sur les marchés de dette, c'est l'échange de titres non déchus. Ça veut dire quoi? On émet de nouveaux titres en remplacement des titres qui arriveraient à échéance. Donc, cela permet de justement pouvoir faire face au risque de refinancement. Je disais qu'au niveau du risque de taux d'intérêt, on peut décider par exemple de l'allongement dans des échéances, dans des périodes de grâce des instruments à taux fixe. Donc, rallongement des échéances, en général, c'est ce que les États essaient de faire. Vous verrez dans les stratégies de gestion de la dette, cet objectif-là qui est là, rallongement des maturités. Évidemment, cela n'est possible aussi que dans un certain contexte de marché. Vous avez aussi la possibilité de procéder à une restructuration du portefeuille donc via des opérations de gestion du passif donc qui visent à réduire la proportion des titres, par exemple, à taux variable, à court terme. Donc, vous avez dans la zone des pratiques, il y a eu déjà ce cas-là, dans un émetteur qui s'est endetté, par exemple, qui avait de la disponibilité, donc suite à une émission à l'international, donc qui est venu sur le marché local, régional, là, pour pouvoir justement acheter des titres qui arrivaient à échéance au cours des mois, voire des années à venir. Donc, ça, c'est une pratique aussi qui permet d'améliorer le profil de la dette et de réduire le risque de taux. Autre élément aussi qu'on peut faire, c'est l'utilisation des produits dérivés, notamment dans le cadre des émissions à l'international, donc les euro-obligations. On peut décider de faire un swap de taux, donc ce qui permet justement de faire une couverture face au risque de taux d'intérêt. Alors, au niveau du risque de change, donc, ce qu'on peut faire en général, c'est de pouvoir emprunter dans la devise principale des recettes d'exportation. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez vos exportations qui sont libellées en dollars, vous allez privilégier les dettes libellées en dollars. Ça, c'est l'une des méthodes pour pouvoir atténuer le risque de change. Autre élément également, évidemment, c'est de pouvoir utiliser des produits dérivés cette fois-ci, mais des swaps de devises qui vous permettent de vous couvrir par rapport au taux de change de votre devise par rapport à la devise dans laquelle votre dette est libellée. Autre élément également, ça c'est courant au niveau de la zone, c'est de pouvoir se donner des objectifs en termes de fourchette. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? On sait que le franc CFA fluctue par rapport au dollar, donc on s'arrangera dans notre portefeuille pour ne pas avoir une proportion relativement importante de dettes qui soit libellée en dollars. Donc voici résumé ici donc quelques mesures d'atténuation dans le risque auquel le portefeuille de la dette publique peut être exposé. Alors, cela étant dit, quelles sont les sources potentielles de financement dont les États de la zone disposent pour pouvoir couvrir les besoins de financement? Alors, on peut les répartir en deux catégories. Au niveau international, donc notamment la dette en devise, vous avez les prêts multilatéraux, donc notamment, je pense, ça c'est un exemple ici, donc le FAD, c'est le Fonds africain de développement, ou auprès de la BAD, donc la Banque africaine de développement. En général, ce sont des titres, ce sont des dettes avec des caractéristiques assez intéressantes, donc qu'on qualifie de prêts concessionnels. En général, vous avez des délais de grâce qui sont accordés donc, dans ces prêts. Vous avez des maturités qui sont relativement longues et vous avez un taux d'intérêt également qui soit faible. Et aussi, chose importante, donc pour les gestionnaires de la dette, vous avez un remboursement donc, par amortissement, donc ce qui fait que, évidemment, lorsque vous regardez votre profil de remboursement, vous avez un profil qui est en général lisse. Ensuite, vous avez les prêts bilatéraux, donc notamment dans le cadre de réalisation de grands projets. Vous avez une institution telle que l'Agence France Développement donc, qui offre ce type de prêts. Donc, généralement, c'est des prêts qui contiennent un certain degré de constitutionnalité, mais pas comme les prêts au niveau des institutions multilatérales. En général, le taux peut être fixe comme variable et le prêt est libellé en devises. Vous avez aussi les crédits donc, commerciaux auprès de banques, donc à l'international. Donc, en général, ce sont des taux de marché qui sont appliqués. Et on peut avoir également des dettes à taux fixe ou à taux variable. Ça peut être des prêts à court, moyen ou voire long terme, donc généralement libellés également en devises. Et enfin, au niveau des instruments extérieurs, vous avez les euro-obligations, donc les obligations souveraines. Donc, au niveau de ces obligations, donc,
en termes de coûts sont les taux de marché qui s'appliquent. Et cela également fonction de la liquidité au niveau international. Donc, cela va beaucoup plus dépendre des conditions des économies développées telles que les États-Unis, mais également au niveau de la zone euro. Et chose importante, en général, pour ce type d'instrument, l'État doit être noté en devise. Donc, doit avoir une notation de crédit en devise. Et pour nos États qui sont notés en non-investment grade, donc cela constitue un handicap. Donc, ce sont des prêts qui peuvent être à taux fixe ou variable, donc généralement libellés en devises et habituellement remboursés in fine. Au niveau local, qu'est-ce qu'on a? On a les bons du trésor, donc, qui sont des instruments dont le coût dépend des conditions de marché. Donc, c'est des instruments à court terme, donc libellés en monnaie locale. Vous avez les obligations du trésor, donc également les coûts dépendent du marché. Donc, ce sont des instruments à moyen ou long terme, donc généralement libellés aussi en monnaie nationale et peuvent être à taux fixe ou taux variable. Dans nos contextes ici, ce sont des instruments à taux fixe. Vous pouvez avoir également les crédits donc, commerciaux auprès de banques. Donc, c'est une pratique qui a tendance à disparaître parce que de plus en plus, sinon pratiquement maintenant, nos États privilégient les mécanismes de marché pour pouvoir se financer. Cela a l'avantage, par exemple, de garantir la transparence et évidemment, souvent aussi pour aboutir à des taux d'endettement qui soient relativement maîtrisés, voire faibles, parce qu'on a une mise en concurrence des différents acteurs. Alors, vous avez les sous-coups, donc vous pouvez trouver ce type d'instrument au niveau du marché, de la composante par syndication donc, du marché régional de la dette souveraine, donc au niveau de la BRVM à Abidjan. Alors, donc, également à ce niveau, donc, ça reflète les conditions de marché. Donc, ça peut être des instruments à moyen ou long terme, donc, peuvent être souvent libellés aussi en monnaie locale. Donc, dans notre zone ici, c'est libellé en francs CFA et peut être à taux fixe ou taux variable. Alors, dans notre cas également, nous avons des prêts donc, de banques régionales. C'est le cas de la BOAD, donc qui prête à nos États et très souvent avec un certain degré de constitutionnalité. Et les prêts de la BOAD sont destinés à la réalisation de projets. Donc, ces prêts, en général, sont de taux fixes et libellés en francs CFA. Cela dit, lorsque on analyse tous ces éléments, donc l'analyse du portefeuille de la dette existante, avec toutes les caractéristiques, on identifie les risques. Ici, on a pu identifier dans le cas que je vous ai présenté un risque potentiel de refinancement en 2026. L'émetteur, sur cette base, donc sur la base également des financements, des sources potentielles de financement, va donner des orientations à moyen terme en ce qui concerne sa dette. Alors, dans le cas présent, donc, l'émetteur en question a priorisé l'augmentation de la dette extérieure tout en mettant l'accent sur la mobilisation de ressources constitutionnelles. Alors, derrière cette orientation, on a deux éléments. Donc, l'augmentation de la dette extérieure, rappelez-vous, c'est un émetteur qui a un portefeuille de la dette qui est dominé par la dette intérieure. Donc, ce émetteur se dit, il y a peut-être la marge pour augmenter la dette extérieure. Premier élément. Deuxième élément, si j'augmente la dette extérieure, j'aurai plutôt recours aux ressources constitutionnelles. L'avantage est que ces ressources, bien évidemment, comme on l'a si bien présenté, ont l'avantage d'avoir des maturités relativement longues, un remboursement qui soit amortissable, donc étalé dans le temps et aussi avec des délais de grâce. Et enfin, on a aussi l'avantage d'avoir des coûts relativement faibles. Mais comme je le rappelais, ce sont des ressources qui sont aussi limitées. Donc, en général, quand l'émetteur fait cette hypothèse, donne cette orientation, cela suppose déjà qu'il y a des négociations plus ou moins pour pouvoir avoir accès à ce type de financement. Alors, donc sur la base de cette orientation, évidemment, je vous donne les résultats du tableau de sortie ici, donc de l'outil analytique. Voici à quoi les indicateurs de coût et de risque vont ressembler donc, à l'horizon de la stratégie ici qui est 2026. Pour rappel, la stratégie pour les mettants en question s'étale de 2024 à 2026, donc cela fait bien 3 ans. Alors, petit rappel, pourquoi 3 ans? Parce qu'en général, 3 ans dans la plupart de nos États, c'est l'horizon en fait des modèles de cadrage macroéconomique. Et la stratégie se base en fait sur un cadrage macro dans un premier temps. Donc ici, lorsqu'on compare les différents indicateurs de coût et de risque, on va le faire ensemble pour voir est-ce qu'effectivement l'émetteur en question arrive à améliorer son profil. Alors on remarque dans un premier temps que l'émetteur parviendra à réduire son taux d'endettement, donc il devrait passer de 66,7% à 60,8%. Donc cela peut être dû à plusieurs facteurs, donc une certaine maîtrise du rythme
d'accroissement de la dette, mais également un accroissement également du PIB, parce que ici, c'est un ratio, donc au dénominateur, vous avez le PIB. Donc, lorsque le PIB croît plus vite que la dette, cela peut aboutir à un tel cas de figure. Alors, au niveau du coût, on voit qu'on n'a pas de gain en tant que tel. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, vous avez l'intérêt payé en pourcentage du PIB qui va rester autour de 2,5%. Mais on notera également qu'on a plutôt une hausse du taux d'intérêt moyen pondéré. Donc, il devrait passer de 3,8% à 4,4%. Alors, cela est important parce que si vous décidez de recourir au financement concessionnel, c'est vrai que c'était l'orientation, mais derrière l'orientation aussi, il était dit qu'on va augmenter la dette extérieure. Et derrière aussi, toute cette orientation, parce que n'oubliez pas que l'émetteur a un risque de financement potentiel en 2026. Donc, lorsqu'on décide à la fois d'aller sur le marché, enfin, au niveau de la dette extérieure, et qu'on décide de recourir au financement concessionnel, je vous l'avais dit, c'est des financements limités. Dans cette même stratégie, l'émetteur va peut-être avoir recours à de la dette qui ne soit pas concessionnelle. Donc, cela aura bien entendu pour conséquence d'augmenter les coûts. Alors, au niveau du refinancement, lorsqu'on regarde, on a plus ou moins ici des objectifs qui sont atteints parce que l'émetteur parviendra à augmenter la durée résiduelle moyenne de sa dette qui devrait passer de 6,4% à 8,1%. Également, on notera qu'au niveau de la dette extérieure, il parviendra à augmenter également la maturité à ce niveau. Donc, il devrait passer de 8,9% à 11,6%. Et lorsqu'on regarde au niveau de la dette intérieure, on remarquera plutôt qu'on aura une baisse, en fait, de la maturité résiduelle moyenne. Alors, cela peut s'expliquer par plusieurs facteurs, notamment le contexte actuel de marché. Alors, lorsqu'on regarde aussi la dette qui arrive à échéance en une année, donc on remarque ici qu'on aura une légère baisse en fait de cette proportion. Donc, il passera de 12,2% à 11,9%. Et lorsqu'on regarde en pourcentage du PIB, dont la proportion de la dette qui arrive à maturité dans une année, on note également qu'on aura une baisse. Donc, cela prouve que, à travers cette stratégie, l'émetteur parviendra à réduire son exposition au risque de refinancement qui a été identifié ici comme étant le principal risque auquel son portefeuille est exposé. Alors, en ce qui concerne les taux d'intérêt, on notera par contre qu'on aura, alors pas par contre, mais plutôt une bonne nouvelle parce que le temps moyen jusqu'à réfixation va augmenter. Donc, il passera de 6,4% à 8%. La dette révisable dans un an, donc également, on aura un gain, on aura plutôt un profil qui se dégrade parce qu'on aura une dette révisable dans une année donc qui va passer de 12,5% à 14,2%. Donc, cela dénote d'une certaine augmentation de l'exposition au risque de taux d'intérêt à ce niveau. Alors, on verra dans la suite d'explications. Et enfin, au niveau de la dette à taux fixe, on aura toujours une proportion relativement importante. Donc, cela présente un profil pour lequel l'exposition au risque de taux d'intérêt est relativement faible. Alors, en ce qui concerne les bons du Trésor, on aura une réduction de la proportion de ces bons, donc il devrait passer de 4,3% à 0,7%, une proportion relativement faible. Et la dette libellée en devises, alors à ce niveau, ce résultat-là qu'on a est cohérent parce que lorsque vous décidez d'augmenter votre proportion de la dette extérieure, vous orientez votre stratégie vers la dette extérieure, évidemment, cela va se traduire par une proportion relativement importante de la dette extérieure. C'est ce qu'on a ici, donc la dette libellée en devises, donc il devrait passer de 38,6% en 2023 à 54,9% en 2026. Évidemment, je ne vous ai pas présenté le détail ici, mais derrière cette stratégie, l'émetteur va privilégier la dette libellée en euros en partant de l'hypothèse, bien entendu, qu'à moyen terme, la parité fixe entre le franc CFA et l'euro devrait se maintenir. Donc, l'exposition de son portefeuille aux fluctuations de l'euro sera quasi nulle. Donc, cela va lui permettre de pouvoir plus ou moins contenir son exposition au risque de taux de change. Alors, élément important également lorsqu'on parle de stratégie, c'est de se donner une cible. En 2023, on a le profil de certains indicateurs que l'émetteur en question a décidé de prendre comme cible. Et à l'horizon de la stratégie, à savoir en 2026, il souhaiterait être dans une certaine fourchette. Donc, vous avez les différentes fourchettes qui sont présentées, mais également un élément important, même s'il décide d'aller à l'extérieur, donc de privilégier l'endettement extérieur, il sera tout de même présent au niveau du marché domestique
avec un objectif de pouvoir rallonger ici la maturité de l'obligation la plus longue émise sur ce marché. Donc, vous verrez ici que comme cible, l'émetteur déjà jusqu'en 2023 avait émis à 7 ans, mais ici souhaiterait augmenter davantage cette maturité jusqu'au moins à 10 ans. Voilà. Alors, opérationnalisation de la SDMT, lorsqu'on fait tout ça, il faut savoir que la SDMT, ça a été mentionné en début de présentation, est annexée à la loi de finances. Donc, l'objectif de cette disposition, c'est de pouvoir expliquer, de pouvoir motiver les raisons pour lesquelles on choisit tel instrument de la dette au détriment de tel autre. Évidemment, pour passer à cette étape, une étape cruciale, c'est la détermination du besoin de financement. Alors, la détermination du besoin de financement, vous avez deux composantes. Vous avez une composante qui résulte de l'exécution budgétaire, ici qu'on appelle le solde primaire, budgétaire primaire, donc il n'est rien d'autre que la différence entre les recettes budgétaires de manière globale et le déficit qu'on dit primaire, pardon, les dépenses qu'on dit primaires, donc sont les dépenses desquelles on retranche le service de la dette. Donc, ici, lorsqu'on regarde le déficit primaire, il est de l'ordre de 196,5 milliards. Par contre, lorsqu'on regarde le service de la dette, il est de 699,3 milliards. Donc, on remarquera que ici, dans le besoin de financement, c'est plutôt la composante dette qui contribue le plus dans ce besoin. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui dans les politiques qui sont annoncées, parce que pour le service de la dette, évidemment, vous n'avez pas trop de marge de manœuvre parce que vous avez une échéance à honorer. Mais par contre, au niveau du solde budgétaire, si vous augmentez la mobilisation de vos recettes, vous pouvez parvenir à réduire ce déficit. Ou bien, si vous arrivez à rationaliser vos dépenses, évidemment, vous pouvez également parvenir à maîtriser en fait le déficit. D'où le concept, certainement, que vous avez déjà entendu parler de consolidation budgétaire, qui n'est rien d'autre que la maîtrise du déficit budgétaire à travers les deux mécanismes que j'ai évoqués. Donc ici, nous avons un besoin de financement donc, pour l'année 2023, ici, de 895,8 milliards de francs CFA et on verra dans la suite comment ce besoin sera couvert. Ici, les mettons en question, donc sur la base de son arbitrage entre coûts et risques et les différentes analyses qu'il a eu à mener, voici le résultat auquel il a abouti. Donc, les proportions que vous voyez donc au niveau de la colonne 3, ce sont des proportions en général qui proviennent dans des hypothèses au niveau de la SDMT. On remarque ici, en fait, que lorsqu'on regarde en termes de proportion, c'est un émetteur qui sera toujours présent donc, sur le marché donc, des titres publics, donc le marché domestique. Lorsqu'on regarde en termes de proportion, on notera en fait que le financement des devises va représenter 32,14%, alors que le financement en francs CFA va représenter 67,86%. Alors, ce qu'il faut noter aussi qui est assez important, la SMT a une vision prospective. Même si vous donnez une orientation à votre gestion de la dette à moyen terme, en l'espace d'une année, l'implémentation de cette orientation peut ne pas être effective. Donc, évidemment, cela peut se faire à moyen terme dans l'horizon de 2-3 ans. C'est pourquoi lorsqu'on apprécie l'orientation, sinon l'impact d'orientation d'une stratégie, donc sur le portefeuille de la dette, on apprécie cette orientation à la fin de la mise en œuvre, donc à savoir à la fin des 3 ans donc, qui ont été retenus ici pour, pour la définition de la stratégie. Alors ici, fait notable aussi, la dernière colonne, on notera en fait que dans le cadre de la couverture de son besoin de financement, cet émetteur aura recours à de la dette variable. Donc, c'est ce qui explique notamment le fait que au niveau du profil des indicateurs de coûts et des risques, donc en 2026, on a eu une certaine dégradation au niveau des indicateurs relatifs au risque de taux d'intérêt. Alors, évidemment, vous remarquerez ici qu'au niveau du marché des titres publics, donc, cet émetteur va privilégier les deux compartiments de marché. Donc, au niveau du marché par adjudication, il prévoit donc sur l'année 2024 donc mobiliser, mobiliser 450 milliards et sur le marché par syndication 157 milliards. Donc, ce qui fait un total de 607 milliards donc, de francs CFA donc, que l'émetteur en question recherche sur le marché régional de la dette souveraine. Alors, après avoir dit tout ça, donc vous avez déjà notion donc qu'est-ce que c'est une stratégie de gestion de la dette, quelles sont les différentes étapes d'élaboration, quelles sont les étapes clés, notamment l'analyse du portefeuille de la dette, quels sont les différents indicateurs de coût et de risque que les émetteurs regardent. On peut se poser la question où trouver les stratégies de gestion de la dette des États. Alors, au niveau des États déjà, donc vous avez les sites internet du Trésor public, donc dans la zone ici, donc en général, la plupart des directions donc, générales
de la dette publique donc, sont logés au sein des trésors. Bon, il y a quand même dans certains États où cette direction est hors du trésor. Et comme ça a été dit, stratégie de gestion de la dette à moyen terme est en général annexée à la loi de finances. Donc, vous pouvez retrouver ces documents sur les sites des directions générales en charge du budget, dans les DGB, ou bien vous pouvez les retrouver simplement au niveau des directions générales de la dette publique. Donc, dans certains de nos États, vous avez des directions qui sont logées au niveau du ministère, ou tout simplement, lorsque vous partez sur les sites des ministères en charge de l'économie et des finances, vous pouvez retrouver également ces documents. Alors, au niveau international, je vous ai mis un lien. Donc, à travers ce lien, vous pouvez retrouver l'ensemble d'un nombre assez important d'États. Donc, pour une question de temps, on ne va pas le sur le site, mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc, à travers ce site-là, la Banque mondiale met à disposition des utilisateurs, sinon du grand public de manière générale, les différentes stratégies de gestion de la dette adoptées dans les pays. Donc, dans l'image que vous voyez, je pense qu'on a le Bénin qui est là et le Burkina. Vous avez également les autres pays pour lesquels vous pouvez retrouver les différentes stratégies de gestion de la dette à moyen terme. Alors, ce qu'il faut noter, que l'élaboration de la stratégie de gestion de la dette dénote en fait la transparence en matière de gestion de la dette. Donc, ça, c'est un élément important et c'est un document, évidemment, étant annexé à la loi des finances, qui est destiné aux parlementaires, mais également le grand public peut y avoir accès. Donc, c'est pas un document, c'est un document qui est public, voilà, c'est ce que j'aimerais dire, et tout le monde peut y avoir accès. Ayant dit tout ça, il faut noter que la mise en œuvre de la stratégie, évidemment, participe au développement du marché des titres publics. On l'a rappelé, dans les objectifs d'une stratégie de gestion de la dette publique, il peut y avoir comme stratégie additionnelle, en plus de la mobilisation des ressources à un coût maîtrisé et un degré de risque prudent, il peut avoir comme autre objectif le développement du marché des titres publics. Donc, on va voir en quelques slides pourquoi cela est important. Alors, dans un premier temps, la formulation de la stratégie tient compte des contraintes liées au développement du marché domestique, notamment en termes de capacité d'absorption, en termes de type d'instruments disponibles, en termes de maturité des instruments et en termes de niveau de taux d'intérêt. Et c'est en cela que UMOATIT aujourd'hui intervient auprès des États, donc dans le Conseil, en ce qui concerne ces différents éléments, afin d'avoir des stratégies qui soient élaborées de manière optimale et qui puissent effectivement répondre aux besoins des États. Alors, quel est l'avantage d'avoir un marché des titres publics performant? Le premier avantage assez important, c'est la diversification des sources potentielles de financement de la dette. Alors, vous vous souviendrez que dans un passé récent, lorsque au niveau de la zone euro notamment et au niveau des États-Unis, les différentes banques centrales avaient augmenté les taux directeurs, cela avait occasionné un renchérissement du coût de la dette dans ces zones. Donc, il était difficile pour les pays émergents de manière générale et nos pays de pouvoir avoir accès à ces marchés. Donc, dans un cas de figure, un marché domestique de la dette sert d'alternative. Élément important aussi, c'est qu'en général, lorsque vous partez sur un marché international, les conditions qui prévaut là-bas sont des conditions qui dépendent de la situation économique et financière des pays développés de manière générale, donc des pays européens, donc de la zone euro et des États-Unis. Donc, ils ne dépendent pas de vous, vos conditions, vos situations économiques et financières. Et vous avez beaucoup plus de marge de manœuvre sur vos marchés domestiques, en cela que vous pouvez mettre des réformes pour justement pouvoir développer ce marché. Et c'est ce à quoi UMOATIT s'attelle, notamment avec, bien entendu, l'appui des autres acteurs du marché, que sont d'une part les émetteurs, donc les 8 États de la zone UEMOA, mais également les investisseurs. Autre élément important, c'est la réduction du risque de taux de change. On l'a vu, lorsque vous partez à l'international, les instruments auxquels vous avez accès sont des instruments libellés en devises. Mais lorsque vous émettez sur le marché local, évidemment, votre dette est libellée en francs CFA. Donc, vous n'avez pas un risque de change associé à la dette qui est émise sur le marché domestique. Autre élément également, ça a été évoqué, c'est la compensation de l'accès limité au financement extérieur, dont c'est le cas notamment que j'ai eu à évoquer. Aspect important, la mise en œuvre de la SDMT doit soutenir le développement du marché des titres publics. Comme ça a été mentionné, cela permet d'avoir plus d'options de financement à la disposition des États. Alors, quelles sont les actions que les États doivent mettre en œuvre justement pour contribuer au développement du marché des titres publics? Je vous ai mis là quelques actions. Donc, dans un premier temps, publier le calendrier des émissions dans les délais. Donc, cela permet de réduire l'incertitude au niveau des investisseurs et de pouvoir saisir les opportunités d'investir au niveau des titres publics. Également, publier régulièrement des informations sur la situation économique et financière de l'État. Donc, cela a pour objectif de renforcer la confiance des investisseurs. Évidemment, quelqu'un qui vient investir dans un titre public ou sinon un investisseur de manière générale a besoin d'être rassuré. Alors, publier également des programmes d'émissions stables et cohérents.
Ça, c'est important et cela également dépend de la qualité également de la SDMT parce que la SDMT fait des prévisions. La qualité des prévisions va déterminer la qualité du calendrier d'émission qui va résulter en fait des orientations, si vous voulez, de manière plus concrète du plan annuel de financement. Parce qu'à travers le plan annuel de financement, UMOATIT a des inputs pour pouvoir avoir une idée sur les besoins plus ou moins qui vont être exprimés par les États au niveau du marché des titres publics. Donc, l'élaboration de la SDMT doit se baser sur des objectifs qui soient objectifs et réalistes. Cela, bien entendu, permet de pouvoir avoir des programmes d'émission qui soient stables et cohérents. Aussi, le respect des conditions de marché, parce que si nous sommes sur un marché, il y a quand même des principes, des bonnes pratiques, je dirais. Donc, cela permet de renforcer la crédibilité du processus d'émission. Recourir au titre de référence. Donc, ça permet d'améliorer la liquidité des titres émis, de redynamiser le marché secondaire et de contribuer à réduire le coût de la dette. Également, autre action, c'est l'abondement systématique des titres existants. Donc, ça permet d'améliorer la liquidité des titres, de faciliter les transactions sur le marché secondaire. Autre élément, c'est privilégier les émissions par adjudication. Cela permet de réduire le coût de la dette émise par la mise en concurrence des souscripteurs. Comme vous le savez, les États, certes, ont un besoin donc, qui est exprimé donc, au niveau de la loi de finances, donc à travers le plan de financement. Donc, c'est un besoin global. Et ce besoin peut être parti donc, en plusieurs émissions, donc peut être couvert à partir de plusieurs émissions sur l'année. Donc, le fait de mettre en concurrence donc, les différents acteurs donc, dans le cadre de la couverture de ce besoin permet, in fine, de pouvoir avoir une situation où on peut avoir une réduction du coût de la dette. C'est pourquoi les actions visant à contribuer au développement du marché des titres publics préconisent notamment de privilégier les émissions par adjudication. Évidemment, on peut avoir recours à des émissions par syndication, mais pour des montants beaucoup plus élevés, et cela, évidemment, aussi peut entraîner des coûts qui sont associés. Alors, également, un autre élément, c'est développer et gérer la relation avec les investisseurs. Élément important, donc, une action que les émetteurs devraient prendre en compte, donc, dans le but notamment de pouvoir élargir la base des investisseurs qui, comme vous le savez, au niveau du marché des titres publics, qui est dominé par les banques. Alors, défi et perspective, donc, au niveau de la zone en ce qui concerne l'élaboration de la SDMT, le premier défi, il est institutionnel. Donc, lorsque on adoptait le règlement 09 en 2007 au niveau de la zone UEMOA, il y a un délai de 12 mois qui avait été donné aux États. Donc, la mise en place des comités nationaux de dette publique s'est fait progressivement. Alors, certes, ces comités ont été mis en place, mais il reste une étape importante qui est l'opérationnalisation, notamment les rencontres périodiques, donc au niveau de l'instance décisionnelle, donc qui regroupe le ministre ou ses représentants et les différents directeurs généraux, notamment du budget, de la prévision et même un représentant du directeur national de la BCAO, donc au niveau des États. Et aussi les rencontres de la cellule technique, donc cette cellule-là qui élabore le document de stratégie de gestion de la dette à moyen terme et qui le soumet à l'appréciation de l'instance de décision. Dans ce niveau, au niveau des États, il y a quand même du progrès qui a été fait, mais évidemment, il y a des défis qui restent à ce niveau. L'autre défi, c'est le défi statistique. Évidemment, pour élaborer une stratégie de gestion de la dette à moyen terme, il faut des données. Il faut des données et avoir des données à temps, des données de qualité, parce que la qualité de la SDMT dépendra de la qualité des données qui sont utilisées pour justement pouvoir produire les différents indicateurs de coût de risque. Parce qu'une mauvaise appréciation de ces indicateurs, évidemment, peut aboutir à une mauvaise orientation en matière d'endettement. Autre élément important aussi, c'est de passer d'une gestion passive à une gestion active de la dette. C'est quelque chose plus ou moins qui est en cours dans la zone, mais cela doit être renforcé dans un contexte, comme vous le savez, où nous faisons face à plusieurs crises, si vous voulez, plusieurs chocs, que ce soit des chocs exogènes ou sinon des chocs internes. Donc, le gestionnaire de la dette doit vraiment être dans une démarche proactive et de pouvoir anticiper seulement sur les risques éventuels auxquels le portefeuille de la dette peut être exposé. Alors, au niveau de tous ces défis, quel est le rôle du UMOATIT? Donc, déjà, UMOATIT, à travers la création d'un cadre d'échange sur la dette, donc partie à donner l'opportunité aux États de pouvoir échanger en deux, parce que quand même, il y a des bonnes pratiques au niveau de la zone, et il est important au niveau de la zone de pouvoir s'asseoir et échanger sur les problématiques auxquelles les États sont confrontés. Comme je l'ai dit, les CNDP ont été mis en place progressivement, et des pays qui ont plus d'expérience que d'autres, et à travers ce cadre, ils peuvent évidemment échanger leur bonne expérience. Un autre aspect donc, au niveau du MOATIS, c'est le renforcement des capacités dans des trésors nationaux, donc à travers des formations dans un premier temps, mais également l'assistance technique
Pour rappel, nous participons déjà aux ateliers d'élaboration de la SDMT de certains émetteurs et à l'occasion, nous discutons notamment de la situation récente du marché des dettes publiques et des perspectives. Donc, cela donne des idées aux membres du comité national de la dette pour pouvoir asseoir des prévisions qui soient réalistes et qui tiennent compte des conditions effectivement réelles du marché. Voilà, donc nous sommes au terme de cette présentation, donc je vais repasser la parole à mon collègue, Madame Si, pour la suite. Nous allons à présent passer à la séquence des questions. Monsieur Sow se fera un plaisir de vous répondre ou de donner certains éclaircissements sur des points qui vous semblent pas assez développés. Est-ce que quelqu'un souhaite faire part de ses impressions ou a des questions? Oui, Monsieur Diabaté, bonjour. Voilà, merci. C'est vrai que je remercie déjà l'exposant pour la brillante présentation. Je souhaiterais, concernant un peu des perspectives, est-ce qu'en ce qui concerne les dettes publiques, est-ce qu'on pourra, dans les jours à venir, voir un peu, dans le cadre de la titrisation des dettes, si les présentateurs peuvent nous parler un peu des cas de titrisation, quoi. Merci. Une autre question? Je pense que Monsieur Sow va répondre à cette question de Monsieur Diabaté avant de... Ou on a une question de... Bonjour. Oui, Monsieur Sarr. Vous me recevez? Oui, monsieur, madame, on vous reçoit très bien. Allez-y pour votre question. Ah, d'accord. Donc, je commence par dire que vraiment, je suis heureux d'avoir retrouvé mon ami Aruna Sow. Ça fait un bail quand même, hein? Et j'apprécie beaucoup la présentation. Elle est très claire comme l'eau de roche. Seulement, je voudrais un peu que vous reveniez sur les bonnes pratiques de gestion de la dette de l'espace IMOA. Ok, monsieur Soulé, c'est bien noté. Peut-être une troisième question. Nous allons démarrer la séance. Enfin, nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse à ces questions avant de poursuivre. Je vois monsieur Amadou Soumaré. Monsieur Soumaré, allez-y pour votre question. Bonjour tout le monde. Je vous remercie. Je remercie également M. Sow. La présentation était claire, hein. Maintenant, ce que moi je voulais savoir, en quelques mots peut-être, quelles sont les conséquences d'une mauvaise gestion des dettes sur un État, que ce soit les conséquences immédiates ou les conséquences à venir. Je vous remercie. Merci pour votre question, monsieur Soumaré. Alors, peut-être alors, je vois encore des mains qui sont levées. Peut-être commencer déjà à répondre à ces trois questions. On va prendre les questions au fur et à mesure. Alors, les conséquences d'une mauvaise gestion de la dette, dans un premier temps, c'est déjà que l'émetteur ne soit pas en mesure d'honorer ses échéances. Ça, c'est déjà une conséquence parce que si vous ne savez pas, par exemple, à quel moment vous devez rembourser une échéance, cela peut effectivement aboutir à cette situation. Autre situation, c'est l'augmentation du coût de la dette. Quand je dis coût de la dette, vous avez, comme je l'ai dit, la stratégie va vous donner l'opportunité de choisir une composition optimale d'instruments de financement. Alors, souvent, au niveau des États, on a tout de suite cette ambition de rallonger les maturités. Alors qu'au lieu de rallonger une maturité, vous pouvez regarder votre profil d'extinction et vous rendre compte qu'à court moyen terme, par exemple, vous n'avez pas de pic au niveau de votre remboursement, de votre profil de remboursement. Donc, privilégiez plutôt des instruments courts qui, en général, sont moins coûteux que les instruments longs. Donc, deux conséquences. Donc, première, j'ai dit le fait de ne pas pouvoir honorer ces échéances. Et cela n'est pas bon parce que cela peut ternir, sinon avoir un impact sur la crédibilité et l'image de l'émetteur. Et aussi, le fait, par exemple, que le coût de la dette augmente, cela peut avoir des pressions sur les finances publiques. Donc, voici en gros deux conséquences. Et une autre conséquence aussi qui est quand même assez... parce que cela, une fois que vous avez une augmentation du coût de votre dette, donc qui pèse sur votre budget, vous serez obligé, par exemple, de pouvoir sacrifier certaines dépenses parce que vous aurez un poids de la dette qui soit relativement important dans votre budget, de telle sorte que l'essentiel de vos ressources soit consacré justement au remboursement de cette dette.
Donc, voici en gros quelques conséquences d'une mauvaise gestion de la dette. Alors, pour revenir aux questions de Mme Soulé, donc passage, merci Soulé pour cette question et ravi également de te retrouver. Donc, en ce qui concerne les bonnes pratiques, donc, alors, peut-être préciser, hein, les bonnes pratiques que j'ai rappelées, ce sont des bonnes pratiques relatives à l'émission de titres publics. Donc, vous avez des bonnes pratiques au niveau international, donc sur la gestion de la dette de manière globale. Mais dans les derniers slides, j'avais fait un focus sur les bonnes pratiques des émissions de titres publics. Pour revenir en matière, en ce qui concerne les bonnes pratiques de manière générale au niveau de la dette publique, un gestionnaire de la dette, déjà, dans un premier temps, doit pouvoir faire un état des lieux de manière régulière. C'est pourquoi j'ai parlé de gestion active. Donc, ne pas être surpris, par exemple, par les risques auxquels son portefeuille est exposé. Donc, de pouvoir anticiper. Donc, dans un premier temps, c'est la transparence. En matière de bonnes pratiques, l'une des recommandations, c'est la transparence, c'est la base. Quelle est la situation réelle de mon portefeuille? Alors, dans la zone UEMOA, nous avons la chance que les États produisent de manière régulière certains documents. Nous parlons ici de la stratégie de gestion de la dette à moyen terme, mais vous avez des rapports sur la dette qui sont produits annuellement. Donc, ils rendent compte du stock actuel de la dette, sa répartition, sa composition. Donc, ça, c'est le premier élément, la transparence. Autre élément qui est valable à la fois donc, pour les processus d'émission de titres publics, mais également pour la gestion de la dette de manière générale, c'est la relation avec les investisseurs. Qui dit dette, solliciter le financement ou solliciter des ressources auprès d'une entité, que ce soit publique ou privée, que l'entité soit située sur votre territoire ou à l'extérieur de votre territoire, il faudrait que vous établissiez une certaine relation de confiance. Donc, cela passe par exemple par la production d'informations régulières sur votre situation économique et financière et également pouvoir aussi fournir d'autres types d'informations qui sont en lien avec la vie de manière générale de votre pays. Aujourd'hui, vous avez tout un débat, par exemple, sur le risque, l'évaluation de risque dans notre pays. Et l'un des éléments, justement, qui contribue à ce biais, c'est le fait que comparativement aux pays développés, nos pays, souvent, n'ont pas l'information de manière détaillée, publiée dans le temps et disponible à un large public. Aujourd'hui, si vous voulez travailler sur un pays développé, je ne vais pas peut-être citer le nom, si vous partez sur le site de la direction de la dette publique, vous avez toutes les informations concernant le pays. Dans nos pays encore, ça reste un défi. Les documents souvent sont produits, on fait souvent d'excellent travail, mais il arrive en fait que ce travail ne soit pas accessible au grand public. Ce qui fait que, évidemment, la nature ayant horreur du vide, vous avez des estimations qui peuvent être réalisées par des entités extérieures, voire des organismes extérieurs qui ne reflètent pas le niveau de risque réel. Donc, vous avez une certaine appréhension en ce qui concerne nos pays. Donc, voici en quelques mots les bonnes pratiques. Donc, dans un premier temps, la transparence, c'est important. Avoir une certaine relation de confiance vis-à-vis des investisseurs, ceux-là qui vous prêtent de l'argent. Et voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour la question de M. Soulé. Alors, en ce qui concerne la question de M. Diabaté, donc la titrisation. Donc, la titrisation, c'est un mécanisme. Vous avez par exemple, je prends un cas pratique, on peut être amené par exemple à transformer une dette, une créance donnée, donc vis-à-vis d'un émetteur, en des titres. Et là, c'est de commun accord entre le créancier de l'émetteur en question et l'émetteur lui-même, et cela peut aboutir à l'émission d'une titre. Donc, le titre va venir matérialiser la créance de créancier vis-à-vis en fait de l'émetteur en question. Mais dans le cadre de la stratégie de gestion de la dette publique, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. On peut retrouver ce type d'instrument dans un autre outil, donc qui cette fois-ci s'intéresse à la viabilité donc au niveau de la dette, où tous les passifs de l'État et même les garanties que l'État accorde sont pris en compte. Donc, voilà ce que je pouvais dire en ce qui concerne ces questions. On a d'autres mains qui sont élevées. On va donner l'opportunité aux uns aux autres pour pouvoir intervenir. Alors, je vois M. Biétima Sombier. C'est bien cela. Allez-y.
Oui, bonjour, allez-y pour votre question. OK. J'aimerais savoir, est-ce que le risque politique ne peut pas avoir une interférence dans la stratégie de la gestion de la dette à moyen terme? Parce que dans la présentation, bon, je n'ai pas peut-être remarqué que vous avez fait cas du risque politique. C'est bien noté. Monsieur Marc-Henri, est-ce que vous nous recevez? Allez-y pour votre question. Oui, vous m'entendez? Oui, allez-y. Voilà, je voudrais remercier tout le monde, notamment l'agence Humanity de m'avoir invité et M. Sow pour la qualité de sa présentation, qui est de haute facture. Alors, j'ai 3 courtes questions. La première a trait aux modalités d'émission. Il me semble que ce qui est privilégié sont les émissions par adjudication. Alors, ma question est la suivante. Comment articuler cette préférence pour les émissions par adjudication en rapport avec les préconisations de la note d'orientation de la Banque mondiale sur le développement des marchés d'obligations souveraines en monnaie locale? C'est ma première question. Deuxième question, comment arrivera-t-on, dans le cadre de la dynamisation du marché des titres publics dans l'espace UEMOA, à, disons, concilier cette préférence qui devrait être accordée aux émissions par adjudication avec la volonté des États d'élargir la base des investisseurs? Troisième problématique, comment concilier le développement du marché des titres publics avec les modalités de buy and hold que privilégient les banques de l'espace UEMOA. Je termine sur une quatrième problématique. Le développement du marché des titres publics peut-il se faire sans que nous consacrions dans nos dispositifs normatifs les clauses d'action collective pour permettre aux créanciers, quels qu'ils soient, de s'organiser et de travailler à la restructuration des dettes, le cas échéant? Je vous remercie. Merci bien, M. Savay, pour votre question. Donc, on va laisser le soin à M. Ousmane Bari pour sa question. M. Bari, allez-y pour votre question. Ok, merci de me donner la parole et merci également pour la présentation. C'était assez instructif et enrichissante. Alors moi, ma question porte sur le lien entre l'endettement public et la politique monétaire dans le cadre du non-remboursement de la dette publique. Le second pilier de ma question, c'est quelles sont les perspectives d'une meilleure gestion de la dette publique dans un monde en perpétuelle mutation. Je vous remercie. Merci bien, M. Barry, pour 2 questions. Donc, nous passons à présent à M. Jean Stanislas. Je tiens déjà à féliciter le présentateur. Hein. Je suis en circulation, mais j'ai tenu à suivre en fait ce webinaire-là. Et vraiment, je ne regrette pas. C'était d'une très grande qualité. Maintenant, j'ai une petite question en fait concernant l'utilisation de plus en plus croissante des partenariats publics-privés dans nos pays. Est-ce que actuellement, vous avez parlé de transparence, est-ce qu'on arrive à intégrer justement ce volet-là dans la gestion de la dette? Parce qu'on sait que par moment, c'est un peu de l'endettement entre griffes déguisées. Comment est-ce que vous intégrez ça justement dans la gestion de la dette? Merci bien. Merci, M. Jean, pour votre question. Alors, peut-être on va commencer déjà à répondre à cette série que nous venons d'enregistrer et nous allons prendre par la suite les autres intervenants. Alors, peut-être commencer par la dernière. Alors, il faut savoir que les PPP sont pris en compte, donc les partenariats publics-privés sont pris en compte dans la gestion de la dette, mais pas à ce niveau. Alors, en général, ce sont des éléments qui sont pris en compte dans notamment l'évaluation du risque d'endettement. Parce que comme vous le savez, très souvent, ces partenariats publics-privés peuvent générer donc, de la dette dans le sens où l'idée originelle, en fait, c'est de pouvoir permettre à l'État, donc grâce à un partenariat, permettre à un privé de pouvoir, par exemple, prendre en charge la réalisation peut-être d'une infrastructure. Je prends ce cas. Vous avez un cas emblématique dans la zone, notamment à Dakar, l'autoroute à péage. C'est un partenariat public-privé et c'est un accord qui est signé. Mais il peut arriver que dans la mise en œuvre,
on peut aboutir à l'endettement au niveau de l'État. Parce qu'à l'origine, ce sont je dirais des stratégies ou sinon des initiatives qui permettent de soulager l'État. Au lieu que l'État s'endette pour réaliser l'infrastructure, un privé peut le faire à la place de l'État. L'État peut certes contribuer selon des modalités et le privé se fait rembourser sur la base, par exemple, si je prends le cas de l'autoroute à péage, du péage, en fait, des frais que les usagers de la route payent. Mais bien évidemment, dans le contrat, on peut avoir des clauses où l'État peut être amené à contribuer. Donc, cela peut engendrer évidemment de la dette. Mais ce n'est pas pris en compte de manière, je dirais, directe comme ça au niveau de la stratégie de la dette, mais c'est pris en compte au niveau des passifs, on peut dire conditionnels, parce qu'un tel type de partenariat peut générer de la dette au niveau de l'État. Donc, c'est des éléments qui sont pris en compte au niveau du risque d'endettement. Dans un outil qu'on appelle l'AVD, donc l'analyse de la viabilité de la dette, on va se dire si il y a par exemple un passif, donc il peut résulter de ce partenariat, quel peut être l'impact sur le niveau d'endettement et sur le risque auquel le pays peut être confronté. Donc ça, c'est pris en compte, mais dans l'élément que nous avons présenté aujourd'hui, à savoir la stratégie de gestion de la dette à moyen terme, ce n'est pas quelque chose qui est pris en compte de manière explicite. Alors, M. Barry demande le lien entre la politique d'endettement et la politique monétaire, si j'ai bien noté. Alors, il y a effectivement un lien. Je pense que ça a été évoqué. La politique d'endettement doit tenir compte, en fait, des conditions de marché. Et en général, les conditions de marché sont influencées par la politique monétaire. Comme vous le savez, on parle beaucoup de taux directeurs. Donc, pas plus tard que la semaine dernière, la Banque centrale a décidé de maintenir ses taux inchangés. Donc, les taux directeurs déterminent le coût du financement. Donc, le coût de la ressource, donc le coût auquel les banques se refinancent auprès de la Banque centrale. Donc, ça, c'est une base. Et sur cette base, maintenant, les banques peuvent ajouter de la marge afin de pouvoir prêter non seulement aux États, mais également au reste de l'économie de manière générale. Donc, une politique monétaire dans une phase où les taux sont bas, évidemment, peut conduire à une réduction du coût de l'endettement. Mais dans un contexte où les taux sont élevés, évidemment, cela peut avoir un impact, bien entendu, par la hausse du coût de l'endettement. Alors, dans un cas, si j'ai bien noté la question, je pense qu'il y avait un volet sur le cas, je ne sais pas, c'est du non-paiement ou quoi. Évidemment, alors, ça va dépendre des acteurs pour lesquels, effectivement, la dette n'a pas été payée. Si c'est une banque qui a prêté, par exemple, et qui a les chances et n'arrive pas à se faire rembourser, cela, évidemment, peut avoir un impact sur cette banque de manière directe. Et c'est au niveau des banques, c'est quelque chose qui est évalué dans ce qu'on appelle le risque de crédit. Et vous avez justement un outil qui permet d'évaluer ce risque, à savoir la notation financière. Et dans le cadre de notre zone, nous avons la chance qu'aujourd'hui, les 8 États de notre zone sont notés à monnaie locale. Donc, on a des agences locales, donc qui les notent, donc qui permet aux investisseurs d'avoir une idée sur le risque de crédit, à savoir le risque en fait qu'il ne soit pas remboursé à l'échéance. Alors, je pense que monsieur Henry a en tout cas posé une série de questions. On va tenter rapidement d'y répondre. Donc, modalité d'émission, donc le fait de privilégier l'adjudication avec la note d'orientation de la Banque mondiale. Alors, ce qu'il faut savoir, les deux modes d'émission sont permis, à savoir l'émission par adjudication et l'émission par syndication. Mais en général, la syndication est utilisée pour la mobilisation des volumes conséquents. Pour preuve, en général, vous allez voir, si on prend dans notre zone, même à l'international, les eurobonds, par exemple, sont faits par syndication. C'est tout un processus. Vous allez avoir des roadshows, vous allez avoir des rencontres où l'émetteur va rencontrer les investisseurs à travers justement ses conseils, un chef de file. Donc, il y aura une banque, par exemple, qui peut servir à cela. Donc, ça prend du temps, cela génère des coûts. Et en général, c'est destiné pour la mobilisation des volumes qui sont conséquents. Ce que nous disons, lorsque vous avez à mobiliser dans le cadre de nos États, c'est vrai que dans un plan annuel de financement, lorsqu'on adopte le budget, on peut avoir des besoins qui soient conséquents, mais le besoin est réparti tout au long de l'année. Un besoin de ressources pour un État, ce n'est pas à un mois particulier, c'est sur tout le long de l'année. Donc, ce qu'on dit,
lorsque vous avez ce genre de cas de figure, au lieu d'aller mobiliser, par exemple, des ressources de manière importante sur une période donnée et de venir peut-être conserver cette ressource pour faire face à des dépenses à venir, vous supportez ce qu'on appelle des coûts de portage. Donc, vous avez la possibilité de venir sur des volumes relativement faibles, donc sur un mécanisme d'adjudication qui permet, dans ce cas, de pouvoir mettre en concurrence des acteurs et cela peut permettre de réduire votre coût. Donc, les deux modes sont permis, mais pour des cas bien différents. La syndication pour la mobilisation de ressources conséquentes, parce que cela engendre des coûts, et la syndication pour la mobilisation de ressources conséquentes et l'adjudication pour la mobilisation de ressources de manière fréquente, donc à des intervalles relativement réguliers. C'est notamment le cas au niveau du marché des titres publics. Vous remarquerez que les États interviennent à la limite une fois chaque 2 semaines donc pour pouvoir couvrir leurs besoins de financement sur l'ensemble de l'année. Alors, M. Henry a évoqué également plusieurs éléments, notamment la dynamisation du marché des titres publics, l'élargissement de la base des investisseurs. C'est un sujet sur lequel Umoati travaille, bien entendu, en collaboration avec les autres acteurs du marché des titres publics, à savoir les investisseurs. Parce que, comme on l'avait souligné, aujourd'hui, la base des investisseurs est dominée par les banques. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir élargir cette base, inclure des investisseurs non institutionnels, non bancaires, tels que les maisons d'assurance, les caisses de dépôt et de consignation, les caisses de sécurité sociale, qui, sous d'autres cieux, sont vraiment des acteurs déterminants des marchés des titres publics. Alors, rapidement, les causes d'action collective, c'est une bonne proposition, nous prenons note. Évidemment, c'est quelque chose qui existe, notamment lorsque vous référez, par exemple, aux eurobonds. Vous avez dans les documents, la documentation qui accompagne ces émissions, vous avez ces zones de clauses qui peuvent vraiment permettre à l'État, aussi aux investisseurs dans des situations particulières, de pouvoir tirer profit de l'émission réalisée. Alors, je vais rapidement évoquer... alors, M. Sombier, donc, il parlait notamment du risque politique, dont l'impact sur la stratégie. Alors, le risque politique fait partie de manière générale de l'évaluation du risque pays, sinon, si vous voulez, de risque de l'émetteur en tant que tel. Donc, vous avez aujourd'hui des institutions qui sont spécialisées dans l'évaluation du risque pays en tant que tel. Et dans le risque pays, le risque politique est pris en compte. Alors, ça peut affecter la stratégie d'endettement parce que lorsque vous avez un risque pays qui est élevé, évidemment, au niveau surtout des investisseurs étrangers, donc souvent qui n'ont pas toute la visibilité sur la situation économique et financière réelle de nos États, peuvent se baser sur des notations pour pouvoir justement prendre des décisions d'investissement, ce qui peut ne pas véritablement pas, comment on appelle ça, peut pas être la réalité, ou sinon ce risque peut être plus ou moins atténué par certains facteurs. Vous verrez très souvent dans certains pays en développement, lorsqu'il par exemple, y a des élections, tout de suite, vous avez, pour les pays qui sont présents sur le marché international des capitaux, notamment les eurobonds, vous avez les rendements des titres émis sur le marché secondaire qui vont à des niveaux quand même élevés parce que les gens, justement, se disent, oui, lorsqu'il y a élection, dans ces pays-là, il peut y avoir un risque potentiel. Oui, le risque politique peut avoir un impact. Alors, je pense avoir fait le tour des questions. Donc, évidemment, on pourra prendre peut-être quelques questions avant de pouvoir, bien entendu, mettre un terme à cette... Alors, je regarde dans le chat parce qu'il y a d'autres questions qui sont là. Alors, peut-être avant que je retrouve les questions du chat, on va permettre à d'autres participants de pouvoir poser des questions. Donc, je vois des mains levées. Alors, M. Barry, est-ce une ancienne main ou bien vous souhaiterez à nouveau intervenir? Oui, en effet, dans mes questions, il y avait en fait deux pôles. Il y avait un premier qui concernait la politique monétaire et le second sur les éventuelles perspectives en termes d'une meilleure gestion des risques en tenant compte de toutes les mutations en cours.
Ok, oui, cette partie, je l'avais omis. Voilà. Effectivement, Les à ce perspectives niveau, d'une ce qu'il meilleure faut... gestion de... Oui. Alors, en termes de perspective, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, nos États sont de plus en plus outillés en matière d'éléments, en tout cas, d'abord d'appréciation de risque et aussi de solutions de mitigation, en fait, de ces risques-là. Donc, comme vous l'avez souligné, aujourd'hui, on est dans un monde en perpétuel mouvement, donc confronté à différents risques. Mais si vous remarquez, en tout cas, la zone UEMOA, c'est l'une des zones aujourd'hui qui fait preuve de résilience. On a traversé plusieurs crises, donc que ce soit la Covid, que ce soit la crise russo-ukrainienne qui est toujours en cours, mais la zone arrive à toujours avoir en tout cas des ressorts pour pouvoir justement faire face à ces crises. Ce que je peux dire déjà, c'est que au niveau de la zone, déjà du point de vue du Moatit, je l'ai souligné en termes d'éléments, donc perspectives et autres au niveau des défis. Déjà, il y a des cadres d'échange qui sont là. Moatit, depuis Dakar, donc, organise également des séances où on essaie d'outiller les gestionnaires de la dette sur les différents outils de gestion de la dette, les bonnes pratiques. On a des sessions virtuelles. Au-delà de ça également, on participe au niveau des États à l'élaboration de la stratégie de gestion de la dette à moyen terme. Donc, cela pour pouvoir créer un cadre d'échange, d'abord identifier les risques et également permettre aux États de pouvoir mettre en place des initiatives pour faire face à ces risques. Ce qui est surtout important, c'est ce que je disais pour répondre peut-être à votre question aussi, c'est passer d'une gestion passive à une gestion active. Une gestion active suppose que on a de manière périodique, je ne dirais pas peut-être à l'instant T, une idée des caractéristiques de notre dette. Et lorsqu'un événement intervient, c'est de voir comment est-ce que cet événement influence ces caractéristiques. Est-ce que cela contribue à dégrader notre profil de risque et est-ce que cela entraîne des coûts supplémentaires pour la dette? Donc déjà, ça fait cet état de lieu. Donc aujourd'hui, les États disposent d'outils pour le faire. Et il y a pas mal d'initiatives, en tout cas, qui sont mises en œuvre, non seulement au niveau régional, mais également au niveau des États pour pouvoir faire face à l'ensemble des risques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez, c'est vrai qu'il y a des défis, mais nos États, quand même, arrivent à faire preuve de résilience. Et lorsque vous regardez en Afrique, même à travers le monde, plusieurs pays aujourd'hui sont confrontés à des défis liés justement à la gestion de la dette. J'espère avoir répondu à votre question. Peut-être on va permettre à d'autres participants également de poser des questions. Donc, je vois monsieur Marc-Henri. Alors, allez-y pour votre question. Je vois que votre main est levée depuis un certain moment. Monsieur Marc-Henri, allez-y. Oui, allez-y. Non, c'est Maktar Sakho. Ok, autant pour moi. Voilà. Autant pour moi. Je crois avoir pris votre question. Peut-être on va passer à d'autres. Voilà, c'est en fait, il y a une dernière préoccupation à laquelle je voudrais vraiment que vous nous ameniez vos positions très rapidement. Oui, c'est en rapport avec la dynamisation du marché secondaire des titres publics. Oui. Voilà. Nos États sont confrontés à une réalité qui est celle de la détention des titres par les banques de l'UEMOA en portefeuille. Ces banques sont en liquidité structurelle. Ces banques ont les guichets de refinancement de la Banque centrale pour recevoir de la liquidité. Donc, elles sont systématiquement dans ce que vous appelez le buy and hold. Nous souscrivons aux émissions, notamment de bons du Trésor, d'obligations de Trésor, et nous les détenons en portefeuille. Nous n'avons pas systématiquement besoin de déboucler nos positions parce que, nous sommes en liquidité. Je ne veux pas dire sur liquidité. Nous sommes en liquidité structurelle. Nous avons les guichets de la Banque centrale pour nous refinancer dans le cadre des politiques d'open market. Fondamentalement, nous n'avons pas besoin d'argent. Alors, comment dans ces conditions, selon vous, peut-on dans le moyen terme dynamiser ou développer un marché secondaire des titres publics? Je vous remercie.
Monsieur Sarr, c'est clair. Merci vraiment pour cette question. Monsieur Sako. Monsieur Sako. Oui, voilà. Et sinon, je vais arriver. Monsieur Sako. Alors, ce qu'il Merci. faut savoir, c'est que c'est une problématique qui est en réflexion. Hein, il y a des réflexions qui portent sur cette problématique depuis longtemps, donc au niveau de la zone. Et comme vous le savez, si vous suivez très bien l'actualité du Moatit, il y a aujourd'hui des initiatives donc allant dans le sens d'une convention donc de marché secondaire donc qui a été initiée. Certainement que vous avez connaissance de cette initiative, parce que l'une des difficultés aussi au niveau des acteurs qui est remontée, c'est le fait qu'aujourd'hui, comme vous le savez certainement, les opérations sur le marché secondaire se font de gré à gré. Donc aujourd'hui, Umwati travaille à mettre en place une plateforme de cotation donc, au niveau de ce marché pour permettre un certain affichage des prix, donc certaines communications au niveau de ce marché pour permettre justement aux acteurs qui détiendraient des titres ou qui souhaiteraient acquérir des titres sur le marché secondaire de savoir qu'il y a des opportunités, de savoir en fait de manière régulière à quel niveau pricer, à quel niveau obtenir un titre ou à quel niveau céder un titre. Donc je pense que c'est l'une des contraintes qui a été identifiée au niveau des acteurs comme étant un frein au développement du marché des titres du marché secondaire des titres et également un frein au niveau des transactions sur ce marché secondaire. Donc, du côté du Moiti, donc il y a des actions qui sont menées pour pouvoir justement dynamiser. Vous avez tout à fait raison. Un marché secondaire dynamique permet au niveau de primaire de pouvoir évidemment avoir des émissions qui soient réalisées et aussi permettre à des investisseurs d'acquérir des titres sur le primaire et évidemment sur le secondaire en cas de besoin de pouvoir les céder et repartir encore sur le primaire. Donc, la dynamisation du marché secondaire contribue de manière efficace au développement du marché des titres publics. Donc, c'est une problématique qui est prise en compte au niveau du Moatit. Il y a des actions qui sont mises en œuvre. Je n'aimerais pas m'avancer sur ce qui est à venir, mais je pense que dans les jours à venir, vous aurez en tout cas des nouvelles. Déjà, vous rappelez que le 26 juin prochain, Umatit organise la deuxième journée, donc les JTS, donc la journée des titres souverains, donc qui aura lieu à Lomé, donc au Togo. Donc vous êtes cordialement invités si vous n'êtes pas déjà noté dans vos agendas. Et à l'occasion justement de cette journée, c'est une problématique qui sera au cœur des échanges. Donc, Monsieur Sako, je vous remercie vraiment pour ces points qui ont été soulignés et évidemment, nous prenons note des différents éléments et commentaires qui ont été mentionnés. On va permettre maintenant à d'autres participants de pouvoir intervenir. Je vois M. Ferk, je ne sais pas si je prononce bien le nom. Allez-y pour votre question. M. Ferk, oui, allez-y. Oui, c'est Fiacre Kabo. Je voudrais savoir quel est l'impact ou quels sont les impacts de la conjoncture actuelle sur les stratégies d'endettement des pays et comment ces États arrivent à faire face à cette situation. Ma deuxième question porte sur la gestion de la stratégie d'endettement des États. Est-ce qu'ils ont aujourd'hui des applications ou des logiciels du type dashboard qui leur permettent de suivre de façon interactive et en temps réel les différentes dynamiques de leur dette publique? Merci. Merci, M. Fiac, pour votre question. On va peut-être profiter, donner la parole aux autres. Monsieur Djokoto, allez-y pour votre... Oh, madame, autant pour Madame Djokoto, allez-y pour votre question. Merci, monsieur. Merci également pour la présentation. J'avais posé la question dans le chat, mais je pense que vous n'aviez pas vu. En fait, je demandais, aujourd'hui, on assiste à beaucoup d'opérations de reprofilage de la dette de certains États. Est-ce que c'est le signe d'une mauvaise planification de la dette au niveau de ces États? Est-ce que c'est parce qu'ils ont eu une mauvaise stratégie que cela conduit à ces reprofilages qu'on remarque sur le marché? Merci. Merci à vous, madame, pour votre question. Monsieur Mbaye, allez-y pour votre... Non, plutôt, oui, monsieur Mbaye Gay, allez-y pour votre question. Bonjour, monsieur Sao. Donc, je vous félicite pour la présentation, qui est vraiment bien structurée. Bon, moi,
j'ai quelques suggestions d'abord. C'est-à-dire la disponibilité d'un document d'endettement qui est un préalable pour élaborer vraiment la SDMT. Parce que dans certains pays, on voit que la structure qui emprunte sur le marché extérieur, par exemple, la structure des financements extérieurs est différente de la structure qui gère globalement la dette. Donc, on peut contracter des dettes sans se soucier de la stratégie. Et dans ce cas, je vois que c'est les stratégies alternatives donc, vont se limiter uniquement à la dette intérieure. Donc, je pense que pour avoir un CNDP vraiment opérationnel, il faut au préalable un document de politique d'endettement adopté et partagé par toutes les structures de la chaîne de la dette. D'autre part, une question aussi pratique, c'est la dette vis-à-vis de la BOAD. On sait que ces dettes-là sont libellées en francs CFA. Est-ce que c'est comptabilisé dans la dette intérieure? Sinon, on va donc, prendre, par exemple, le risque de change. Si on l'entre dans la dette extérieure, on minimise un peu l'exposition au taux de change. Donc, c'est à peu près, j'ai d'autres questions, mais compte tenu du temps, je vais me limiter à ça. Donc, moi, mon souci principal, c'est pour avoir une bonne stratégie d'endettement, il faut au préalable une politique d'endettement qui est adoptée et partagée pour toutes les structures et avoir un CNDP vraiment opérationnel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Mbaye, pour vos commentaires, enfin, vos contributions et votre question. Assez pertinente d'ailleurs. Je pense que je vais commencer par la dernière, le classement de la BOAD. Alors, il faut dire que c'est un choix qui fait débat. Un choix qui fait débat, mais je vais rapidement donner plus ou moins la position, en tout cas, qui conforte notre zone et qui est d'ailleurs recommandée dans des documents produits par la Banque mondiale, donc qui existent, notamment le document d'orientation sur l'élaboration de la SDMT. Ce qu'il faut savoir, c'est que la SDMT n'est pas un document comptable. La SDMT, c'est un document d'analyse de risque. Lorsqu'on parle de SDMT, on parle, ça a été bien dit, l'objectif, c'est couvrir les besoins de financement de l'État à un niveau de risque maîtrisé, à des coûts maîtrisés à un niveau de risque prudent. Donc, ce qui fait que lorsque vous décidez de mettre la BOAD à l'extérieur, évidemment, c'est comme si, en fait, vous allez accroître vos risques de change de manière, je dirais, de manière systématique, sans pour autant qu'il y ait de risque de change en tant que tel. Par contre, lorsqu'on fait des documents macroéconomiques, on élabore des comptes macro. Je veux parler de la comptabilité nationale, le tableau des opérations financières de l'État, de la balance des paiements, de la situation monétaire. Pour ces comptes, le principe qui est utilisé, c'est le principe de la résidence. Et la BOAD est classée comme étant une institution multilatérale. Et dans ce cas, la dette de la BOAD pour ces comptes, c'est de la dette extérieure. Donc ça, il faudrait que ça soit clair. Mais par contre, lorsqu'on vient au niveau de la SDMT, on fait une analyse de risque. Le critère qui est choisi, c'est le critère de la devise. Donc, pour la classification de la dette, on a plusieurs critères. Donc, critère de résidence, critère de la devise. Mais dans le cas d'une analyse de risque, c'est le critère de la devise qui est recommandé. Donc, je pense que ça, c'est clair à ce niveau. On va poursuivre. C'est vrai que ça fait débat au niveau de la zone, mais la position que nous avons, c'est ça. Et cette position est attestée par des documents d'orientation qui existent, produits notamment par la Banque mondiale. Alors, vous avez évoqué quelque chose qui est très important, c'est le fait qu'au niveau de nos États, vous avez plusieurs entités qui sont impliquées dans le processus d'endettement. C'est pour cette raison, le règlement 09 a recommandé qu'on ait une entité de coordination qui regroupe les représentants de l'ensemble de ces entités et qu'au sein de cette unité de coordination, qu'on puisse parler le même langage et afin qu'on puisse élaborer une stratégie qui s'applique à tous. Je pense que lors de la présentation, je suis revenu dessus, mais au niveau de certains États, ça reste un défi. Et au niveau des défis et perspectives, j'aime bien évoquer, on a des CNDP qui existent, mais l'opérationnalisation encore reste un défi. Donc,
c'est pour cela qu'il faut que les États travaillent à ce niveau. Parce qu'effectivement, c'est une entité qui est impliquée dans le processus de gestion de la dette ne prend pas en compte les orientations de la stratégie, il va sans dire qu'on peut aboutir à une situation où on contribuerait à dégrader davantage les indicateurs de risque et de coût. Donc ça, c'est vraiment, vous avez tout à fait raison, il faut des CNDP qui soient opérationnels, il faut une loi d'endettement qui soit adaptée au niveau national, donc partagée à tout le monde, afin que tout le monde, évidemment, puisse s'appuyer sur cette loi pour pouvoir s'endetter. Une question qui a été posée assez intéressante, je pense que lors de ma présentation, au niveau des éléments de mitigation du risque, j'en ai parlé. Les opérations de gestion active font partie des actions à la disposition des États pour pouvoir justement faire face, par exemple, au risque de refinancement. Cela ne dénote pas une mauvaise gestion de la dette, loin de là. Ce sont des actions très souvent qui sont planifiées et qui sont mises en œuvre de manière périodique. Et tout au long de l'année, les États, donc en discussion avec moi, essaient de mettre en œuvre ces programmes de gestion active de la dette. Donc, ce que vous constatez, madame, sont des actions planifiées et qui, justement, font partie des éléments à la disposition des États, sinon des méthodes à la disposition des États pour pouvoir justement gérer la dette. Donc, cela n'est pas le signe d'une mauvaise gestion de la dette. Donc, cela m'amène à répondre à une question de M. Fiac. Effectivement, les États disposent d'outils aujourd'hui qui leur permettent, à l'instant T, je veux peut-être me restreindre sur la dette de marché qu'on maîtrise mieux, mais également au niveau même de la dette SRE. Il y a des outils, mais la dette de marché beaucoup plus au niveau du mois titre, par exemple. Il y a quand même un outil donc, qui est à la disposition des États et qui leur permet d'avoir à l'instant T l'état de la dette. Au niveau des États, il peut y avoir évidemment des défis au niveau de certains types de dettes, notamment la dette extérieure, où les procédures peuvent être un peu plus complexes. Alors, l'impact de la conjoncture actuelle sur la gestion de la dette, oui, il y a un impact. Je pense que cela, je l'ai évoqué, la politique monétaire a une incidence sur le coût de financement. Donc, M. Fiac, qui sait que certainement vous suivez l'actualité du marché des titres publics, vous aurez remarqué que lorsqu'on se réfère aux 2 voire 3 dernières années, les conditions de marché qui ont prévalu en 2022 ont changé progressivement. J'allais même peut-être aller plus loin. De 2021, 2022, 2023, on a eu un changement. Donc, cela est dû à quoi? Cela est dû notamment à la normalisation de la politique monétaire au niveau de la zone, donc qui est entamée à partir de 2022, donc à mi-2022, donc qui a impacté, qui s'est concrétisé par quoi? Par une hausse des taux directeurs. Donc, cela directement a un impact sur les coûts, sur le coût de la dette levée sur le marché, parce que cela a une incidence, cela permet aux acteurs qui sont les banques de répercuter en fait cette hausse-là sur les taux de sortie. Premier élément, si vous avez remarqué également, on a eu un repli dans les différents acteurs du marché. Donc, en 2021, on pouvait émettre à moins long terme. On a eu des acteurs qui ont eu des États qui ont pu émettre, un État en particulier que j'ai en mémoire, jusqu'à 15 ans sur le marché des titres publics. Aujourd'hui, émettre sur cette maturité devient vraiment de plus en plus compliqué. Oui, la conjoncture actuelle a un impact et les États tiennent compte de ça justement dans l'élaboration de la stratégie d'endettement et dans les échanges du mois titre, c'est des éléments sur lesquels nous revenons pour qu'on puisse prendre en compte des hypothèses qui soient réalisées sur le marché et élaborer des stratégies qui soient en phase avec les réalités du marché et les perspectives à moyen terme. Alors, je pense avoir répondu aux questions de cette vague. Peut-être permettre une dernière vague avant de mettre un terme à ce webinaire parce que nous avons déjà dépassé les 1h30 qui étaient imparties pour ce webinaire. Donc, je vois une main levée, M. Alioun, donc allez-y pour votre question. Monsieur Alioun, docteur Alioun Nyang, allez-y pour votre question, si vous nous recevez. Vous recevez? Oui, nous vous recevons. Allez-y pour votre question. Merci beaucoup, Monsieur Sow, pour votre présentation et la clarté de vos explications. Moi, je voudrais intervenir sur la question relative aux mesures d'atténuation des risques. Vous avez mentionné dans votre présentation l'utilisation des produits dérivés en lien avec les risques de taux et les risques de change. Alors, moi, j'aimerais juste savoir quels sont les types de produits dérivés qui sont utilisables dans notre zone. Est-ce que je suis
je dois comprendre que c'est uniquement les swaps de taux et les swaps de devises qui sont utilisés dans la zone UEMOA, ou bien s'il y en a d'autres types de produits dérivés. Donc, c'est ça ma première question. Une dernière question, c'est quelles sont votre relations avec l'autre type de marché financier, notamment la BRVM? Quelle relation existe entre le marché des titres publics et la Bourse régionale des valeurs mobilières? Merci beaucoup. Alors, merci bien, docteur Alioune Fall, pour votre question. Donc, on ne voit pas de main levée. Je pense que ça sera, s'il n'y a pas de question, ça sera la dernière. Alors, sur les éléments de mitigation de risque, alors, ce qu'il faut noter, alors, vous avez tout à fait raison. Donc, il s'agit bien des swaps de taux et des swaps de devises. Alors, sur le marché régional, comme vous le savez, nous avons des instruments à taux fixe. Alors, si vous avez des instruments à taux fixe, évidemment, un swap de taux n'est pas indiqué. Et aussi, c'est la dette émise en francs CFA. Donc, évidemment, un swap de devises également n'est pas admis. Donc, pour dire que sur le marché régional, évidemment, on n'a pas recours à ces différents instruments dérivés. Donc, c'est beaucoup plus au niveau de la dette extérieure. Comme vous le savez, le marché dollar est plus profond que le marché euro. Donc, en général, pour avoir des émissions en euros, pardon, en dollars, comme ça a été le cas d'un de nos émetteurs tout récemment, et par la suite, vous souhaitez vous couvrir contre le risque de taux de change à travers un swap de devises. Alors, j'espère avoir répondu à cette question. Relation avec la BRVM, je ne vais pas trop m'aventurer, mais évidemment, on a certaines relations parce qu'il s'agit avant tout de la même zone et aussi plus ou moins de la même base d'investisseurs. Donc, les actions communes visant au développement du marché régional de la dette souveraine de manière globale, je pense que c'est des initiatives sur lesquelles nous travaillons. Et si vous l'avez si bien remarqué, en 2023, déjà, le guest speaker donc, de REMTEP, donc, qui est donc les rencontres du marché des titres publics qui a eu lieu à Dakar donc, en janvier 2023. Le guest speaker, c'était bien entendu M. Patoki, donc, qui est le patron au niveau de, alors, bien évidemment, CVD maintenant, autorité monétaire, donc autorité des marchés financiers plutôt de la zone UEMOA, donc AMF UEMOA, précisément CREPMF. Donc, évidemment, il y a des échanges donc, sur les problématiques communes à notre marché, visant bien entendu à pouvoir relever les défis et à contribuer au développement de ce marché. Donc, voilà là ce que je pouvais dire en ce qui concerne vos deux questions, monsieur Dr. Alioune Niang. Donc, je ne vois pas de main levée. Donc, s'il n'y a pas de main levée, c'est de repasser la parole à... Alors, je vois peut-être, monsieur Sako, peut-être on va vous permettre rapidement, en 1 ou 2 minutes, donc nous permettre de clôturer. Allez-y pour votre intervention. Monsieur Merci Sako. Beaucoup. Non, ce sera en 20 secondes. Okay, je voudrais avoir votre appréciation sur les ventes à découvert, qui intéressent fondamentalement les investisseurs. Et comme l'agence titre est dans une dynamique d'élargissement de la base des investisseurs, jusqu'où êtes-vous prêt à aller dans la consécration des ventes à découvert comme instrument de dynamisation du marché secondaire des titres? Je vous remercie beaucoup. Donc, je pense que ça sera la dernière question. Nous sommes déjà à midi. Alors, M. Sako, peut-être mieux nous m'éclairer. Alors, qu'est-ce que vous entendez par vente à découvert? Est-ce qu'il s'agit des décotes? Alors, oui, très rapidement, ce sont des procédés qui consistent pour un investisseur à vendre des instruments financiers qui ne sont pas encore en sa possession et qui jouent essentiellement sur la baisse des cours pour dégager sa marge. Ce sont des instruments extrêmement demandés par des investisseurs, notamment à l'international, et même des investisseurs qui veulent venir élargir la base dans un marché domestique, vérifient si ce type d'instrument existe dans le dispositif normatif. Donc, je pense que sur ces questions-là, l'agence IMO à titre devrait engager la réflexion. Je précise une chose. Dans le cadre du projet de règlement du marché financier régional, c'est un instrument qui a été proposé. Mais ce qui a été proposé en l'état de projet, ce sont des ventes à découvert couvertes. Des éléments sur lesquels je pense l'agence IMO à titre devrait engager la réflexion. Et je puis vous dire d'expérience
que si les investisseurs que nous voulons attirer ne trouvent pas ce type d'instrument, bien entendu, à côté des techniques de couverture comme les swaps, comme des options, comme des instruments comme les ETF, s'ils ne trouvent pas dans le dispositif normatif des instruments de négociation comme les ventes à découvert, ils vont considérer que le dispositif n'est pas à ce point intéressant. Ça, c'est juste une alerte que je donne et une préconisation pour engager la réflexion sur ces questions-là. Parce que j'ai été auteur du projet de règlement du marché financier régional, qui est sur la table du secrétaire général de l'autorité des marchés financiers. Donc, j'ai travaillé à la rédaction de ce projet de règlement et à la rédaction du projet d'annexe à la convention portant marché financier régional. Et c'est une préconisation très forte sur laquelle nous avons discuté avec les acteurs du marché il y a 2 ans, et bien entendu avec la Banque africaine de développement qui portait les travaux sur l'annexe et le règlement général du marché. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, M. Sako. Je pense que c'est plutôt une contribution et nous prenons bonne note des différents éléments qui ont été évoqués. Certainement qu'au niveau des réflexions donc, en cours, portant en tout cas sur le développement du marché des titres publics, c'est des éléments que nous allons reverser. Vraiment, nous vous remercions pour cette contribution. C'est une contribution dont je ne vais pas vraiment donner mon point de vue là-dessus. Nous prenons bonne note. Et certainement, ce sont des réflexions qui seront prises en compte donc, au niveau du Moatit, au niveau des instances régionales en ce qui concerne le développement du marché régional de la dette souveraine. Donc, sur ce, je vais donner la parole à ma collègue Madame Si donc, pour le mot de fin. Et déjà, c'est vous remercier donc, pour votre participation à ce webinaire. Et comme je le disais, nous avons des événements à venir. Donc, déjà, le 26 juin, donc, à côté, donc à Lomé, donc nous avons les JTS. Certainement que si vous êtes dans la base, la mailing list de Moatit, vous avez certainement dû recevoir l'information relative à cet événement. Évidemment, restez connectés aussi aux différentes plateformes donc, du Moatit à travers LinkedIn, autres comptes ou à travers ces différentes plateformes. Vous avez des informations régulières sur Moatit, mais de manière plus générale, des informations sur le marché des titres publics. Madame, si je vous repasse la parole. Je vous remercie, M. Sow. Je remercie l'ensemble des participants de ce panel qui a été très enrichissant et très interactif. Nous avons beaucoup apprécié les différentes questions et les compléments qui ont été apportés. Nous vous signalons juste que ce webinaire a été enregistré, sera implémenté au niveau de notre site. Nous enverrons également la présentation. Et nous vous invitons à aller sur notre site jutsumoa.org pour vous inscrire à l'événement, la 2e édition de la journée des champs souverains. Et comme M. Sow l'a souligné, va se dérouler. N'hésitez pas à vous inscrire. Nous vous attendons très nombreux à cette 2e édition. Encore une fois, merci beaucoup, bon appétit et très bonne fin de journée. Au revoir.